C'est faculté droit et sciences économiques avec l'école droit et sciences économiques Gonaïve et Tsek, deux entités dans l'université l'État qui était fait finale dans 3e édition concours débat entre universités. Je suis le président d'Haïti, c'est sous thème ça 3e édition a été organisée. C'est une initiative La Voix et Cœur d'Haïti. Présidente Stricticilla, Djinagui Adelatour, a bay importance une activité pareille. Permettre que les jeunes, même au niveau université, soient capables de jouer un espace pour exprimer et puis tout exprimer en fonction de problèmes payants et par rapport avec thème que vous choisissez et qui c'est employabilité, qui c'est un thème je dis que tu travailles sur lui qui c'est un problème qui est actuellement dans le pays parce que près de 80% monde est dans le chômage dans le pays. Ça veut faire que le secteur informel là de jour en jour la aussi à cause de situation ça. C'est une activité qui te réunit en pile participants d'après organisateurs qui retournent sur une série de difficultés où te fait face pour te capable de rendre événement ça possible. Ce n'est pas facile parce que l'équipe qui c'est coordination qui t'a géré le concours qui t'a gagné dans tête et Alex Pierre qui c'est un monde qui t'a géré qui t'a coordonné le concours c'est très difficile pour eux être capable de joindre l'équipe parce que l'université est fermée mais ils ont fait un pile effort et grâce avec dynamisme pour te permettre que ils joignent l'équipe et étudiants retour ils étaient motivés malgré la situation et ils motivés ils venir et ils terminer concours et même jeudi même équipe qui t'a participé tant que nous jeudi a te gagné UNASMO qui était là et NST là etc. avec plusieurs autres encore à NDC qui était là, qui était venu recevoir et prix par eux parce que quand même ils ont participé, ils ont un certificat de participation quand même et ils ont représenté par les gens au pays et malgré qu'ils pas arrivé dans la finale, ils ont arrivé pour représenter jeudi. C'est une activité qui permet de jeunes occuper l'esprit avec ça qui est positif d'après présidente Voix et Cœur d'Haïti qui croit ça permet de tout changer comportement yo. Et tout ça qui a disparu dans le pays ni en termes de culture, ni en termes de connaissances ni en termes de socialisation des pays. Donc c'est ça que nous converger vers eux pour nous capables d'évoluer l'autre signal. Et puis, étant donné que la communication pour le changement de comportement, il y a pris un pile coup, parce que tout le monde là, c'est communication pour l'argent qu'il a fait. Donc nous plus et centré vers la communication pour le changement de comportement. Et ça fait nous centrer beaucoup plus sur les activités de l'esprit et tout ça qui a avec débat, culture, etc. pour permettre qu'un changement de comportement et une amélioration dans le comportement au niveau des pays. C'est faculté droit et sciences économiques qui remporté 3e édition concours là. Jordani Pierre-Louis, étudiant mémorant en FDSE, pas de manquer mot pour exprimer satisfaction. La retourner sur une série de difficultés qui ont fait face avant de arriver champion dans concours là. C'est un grand cadeau parce que qui vient récompenser travail moi-même, travail cabinet et tout qui dit que nous-mêmes jeunes nous gagnons bagaille nous café, nous gagnons mots par nous ca placer dans sa pays là, nous gagnons conseil par nous capoter, nous connaissances nous études nous faire, nous va faire au programme ici. Nous-mêmes jeunes, ensemble de connaissances ça yo, nous voulons mettre au service du pays. Il n'est pas facile vraiment parce que contexte pour nous réunir en tant qu'étudiants qui est vraiment difficile, faculté de droit qui pas espace, même j'ai un paquet l'autre entité dans l'université d'État, qui pas espace, rencontrer avec membre cabinet, c'est pas jamais qui facile. Dans clôti 3e édition La Voix et Cœur d'Haïti, organisateur ont profité distinguer certains participants à quelques personnalités qui travaillent pour rendre l'activité si là possible. Salut le représentant de l'ONAP qui est avec nous, tous les partenaires de l'éducation qui sont avec nous dans la salle, y compris le coordonnateur du groupe du cluster de l'éducation en urgence, qui prendra la parole également dans la partie technique de cet atelier. Je salue tous les directeurs techniques du ministère, tous les collègues enseignants qui sont dans la salle et tous les collègues journalistes qui suivent cet événement depuis le début. Aujourd'hui, nous allons parler de accès et équité dans le système éducatif haïtien. Et dans le cadre de cette thématique, la 3e journée de l'atelier, mercredi prochain, sera consacrée à l'équité de genre. Parce que dans le cadre de la revue sectorielle,
et le renforcement des capacités du système éducatif haïtien, nous sommes en train d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans une analyse de genre dans le système éducatif haïtien pour constater en quel sens le fait d'être une fille ou un garçon est pris en compte dans le système éducatif, dans la construction d'écoles, dans l'élaboration des manuels scolaires, dans le choix des illustrations qu'on met dans les manuels. On va examiner tout ça pour voir comment est la situation. Dans les travaux en atelier, les participants vont examiner, parmi les chiffres évoqués tout à l'heure par le directeur de la communication, en termes de construction d'écoles, construction de centres de formation technique et professionnelle, construction d'universités, qu'est-ce qui a été fait entre 2020 et aujourd'hui? Quels sont les chantiers qui sont en cours? Combien de nouvelles salles de classe ont été construites? Et quelles sont les difficultés rencontrées en Haïti dans le processus de construction de nouvelles écoles, de nouveaux centres de formation technique et professionnelle et dans la construction des infrastructures universitaires. Maintenant, quand nous analysons les difficultés, les progrès, les participants seront en mesure de formuler des recommandations pour que les autorités puissent faire mieux et prendre des meilleures décisions concernant les places disponibles dans les écoles, les universités et les centres de formation technique et professionnelle en Haïti. Nous remercions les journalistes qui partagent ces informations avec le grand public, parce que l'éducation ne concerne pas seulement le ministère de l'Éducation nationale et les institutions éducatives, cela concerne également les officiels du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Planification de la Coopération externe, tous les membres du gouvernement et aussi tous les partenaires techniques et financiers qui doivent nous aider dans l'amélioration des infrastructures scolaires dans le pays. Je vous remercie et je souhaite bonne participation à tous. Messieurs, dans mon intervention, je vous demanderai de souffrir que je dise rapidement trois choses dans une démarche didactique. La première chose, c'est que la dernière fois, j'étais intervenu sur les thématiques figurées au niveau de la revue conjointe ministère de l'Éducation UNESCO. J'étais intervenu sur la question de la qualité et pertinence. J'avais dit qu'il faut que les enfants sortent avec des compétences transversales, des compétences comportementales et des compétences transférables. Quand j'avais abordé la question de gouvernance et financement, j'avais mis l'accent sur la question de cadre légal et la question de base de données se trouvant dans le système de formation pour la gestion de l'éducation qu'on appelle couramment MAS, Educational Management Information System. Et quant à l'éducation non formelle et l'alphabétisation, nous nous sommes dit qu'il faut que l'État haïtien travaille sur un plan directeur d'alphabétisation. Et que dans 5 ans, évidemment, on arrive à éradiquer tous les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est en concurrence avec l'objectif de développement durable, mettant l'accent sur l'éradication de l'analphabétisme dans les pays en développement. Et que aujourd'hui, ce qui nous concerne au premier chef, c'est bien la question de l'accès et équité. Et que la tendance qui se destine au ministère de l'Éducation et qui est en lien avec des penchants que le ministre Augustin Antoine a pour cette question-là, c'est qu'il voulait qu'on augmente l'offre scolaire au niveau de la petite enfance et particulièrement du taux de participation des enfants au préscolaire. Présentement, nous avons un taux de quelque 7% d'enfants au préscolaire qui ont bénéficié de la gratuité grâce à l'implantation de deux classes maternelles au niveau des écoles nationales. Et aussi, la tendance, c'est que nous avons travaillé sur un indicateur très important au niveau de l'enseignement de base. Nous avons quelques 25% d'enfants qui ont accès à l'enseignement au niveau des écoles nationales.
Nous sommes à l'année de base 2024-2025. Nous voulions passer de 25% à quelques 40% à l'horizon temporel 2030. Encore coïncident aux objectifs de développement durable, mettant l'accent sur une éducation efficace au niveau de l'enseignement de base et que ces enfants-là aient un enseignement de qualité pour leur permettre de gagner leur vie. Il faut dire aussi que le ministre de l'Éducation et moi, nous avons un certain penchant aussi pour la formation professionnelle. Et le ministre a pu trouver un financement pour cette filière-là. Et que nous avons travaillé sur la filière d'enseignement technologique. Et qu'on sait déjà qu'avec l'expérimentation de la rénovation de l'enseignement secondaire en septembre 2007, la filière d'enseignement technologique était en veilleuse. Et que pour l'année 2025-2026, on va voir dans quelle mesure on peut expérimenter la filière d'enseignement technologique afin de pouvoir arriver à la diversification des filières. Et il faut dire en passant que ça s'inscrit dans une démarche de réduction de la pauvreté et pour arriver aussi à la paix sociale tout en diminuant ce qu'on peut appeler les tensions sociales dans le pays. Mesdames, Messieurs, comme j'avais dit, évidemment, j'avais dit originellement que je vais dire seulement 3 choses. La troisième chose, c'est que nous allons lancer un appel solennel à tous les enseignants du secteur public. Nous demandons à tous les enseignants du secteur public de reprendre les cours dans les lycées et dans les écoles nationales. Et que le ministère, à partir du décret du 17 mai 2005, dans son article 167, qui fait injonction à tous les enseignants du secteur public d'être présents à leur poste de travail selon l'horaire imparti. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare ouvert l'atelier portant sur l'accès et équité, axe majeur du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur général de l'Office de la protection du citoyen, Monsieur le conseiller électoral provisoire, Monsieur le coordonnateur de l'UVES au sein de l'OPC, chers journalistes, chers cadres de l'Office de la protection du citoyen, Monsieur le formateur, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour lancer cette deuxième session de formation qui sera réalisée à l'intention des journalistes. Dans la lutte pour l'effectivité des droits humains par la documentation des cas de corruption. Ce projet est mené en partenariat avec l'Office de la protection du citoyen, l'OPC, et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Cette formation s'inscrit dans la continuité de travail commencé les jeudis et vendredis 27 et 28 mars 2025, où, au sein de cet hôtel à Kinam, on avait réuni une première séance de formation à l'intention des étudiants et étudiantes haïtiens. Avant même de commencer cette session de formation, permettez-moi de vous demander de vous mettre debout pour l'audition de l'hymne national, la Dessalinienne, symbole de notre engagement envers Haïti pour une société juste et équitable.
Merci, je vous prie de vous rasseoir. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, c'est vous, journalistes, acteurs clés de l'information et du changement, qui êtes au cœur de cette session de formation. Au seuil de cette cérémonie d'ouverture, j'ai le plaisir d'introduire un représentant de la presse au sein du CEP qui aura à prendre la parole ce matin. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Maître Jacques Desrosiers qui aura à prendre la parole. Monsieur Desrosiers, le micro est vôtre. Merci Esther. Monsieur le protecteur adjoint, monsieur le directeur général, monsieur le coordonnateur, membres des cadres de l'OPC, chers amis et collègues de la presse. Aujourd'hui, je me sens honoré d'être là avec vous pour lancer cette journée de sensibilisation pour les journalistes dans la lutte pour l'effectivité des droits humains par la documentation des cas de corruption. En plus d'être honoré, je me sens chez moi. Chez moi comme fonctionnaire de l'OPC en détachement. Chez moi avec des journalistes et collègues journalistes, des confrères de la presse. Pour lancer cette journée combien importante dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, où il y a, tant qu'à travers les réseaux sociaux, tant qu'à travers les médias conventionnels, chaque jour, de nombreuses informations circulant sur des cas de corruption dans la gestion des choses publiques. Une journée de sensibilisation sur l'effectivité des droits humains par la documentation des cas de corruption est combien importante pour nous les journalistes. Ça va nous aider à comprendre mieux l'incidence de la corruption sur les droits humains. Et c'est un honneur pour moi d'être là, encore plus de prendre la parole pour lancer cette journée. Et je dis merci à l'OPC et merci à vous, journalistes, et bonne journée de sensibilisation. Merci, M. Desrosiers. Nous vous rappelons que M. Desrosiers est non seulement représentant de la presse au niveau du CEP, mais il est également là pour représenter la JH, qui est l'Association des journalistes haïtiens. Pour marquer le lancement officiel de cette deuxième session de formation, nous avons à présent l'honneur de donner la parole à celui qui va procéder officiellement à l'ouverture de cette session. Sans plus tarder, j'invite le protecteur du citoyen, Maître Jean-Winer Morin, à gravir l'estrade pour son discours de circonstance. Monsieur le protecteur adjoint, monsieur le conseiller électoral, monsieur le directeur général, monsieur le coordonnateur, collègues de l'OPC, collègues journalistes, c'est un honneur ce matin d'être avec vous pour le lancement de ces activités. Je voudrais commencer par vous dire que dans un narratif de présentation de l'instrumentum relatif à la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Kofi Annan en établit ceci. La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fasse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. En effet, dans ce narratif, M. Kofi Annan mérite de saisir la corruption dans sa dimension plurielle. Il survole de manière simple, mais totale, tous les champs de fermentation possible du phénomène dans un cadre étatique tenant compte de son caractère protéiforme et multiforme. Il va sans dire que la tâche s'annonce ardue et quiconque risque une analyse du phénomène préalablement le circonscrire dans un champ spécifique, on s'empresse d'ici de dire que la corruption est saisie dans son aspect légal et avec quelques expériences. J'aimerais vous dire qu'en guise d'introduction et même de conclusion, pour ne pas vous garder longtemps parce que vous allez apprendre des choses sur la corruption, que la corruption est devenue, en ce début du XXIe siècle, un sujet de préoccupation planétaire, omniprésente depuis la nuit des temps dans toutes les formes des rapports humains, naguère se dérobant du projecteur des médias, les miracles actuels des multiples moyens de communication la met au banc des accusés de nombre de maux dont souffre l'humanité. La Banque mondiale repartit la corruption en deux grandes catégories. Quand les décideurs politiques qui participent à la création et l'application des lois utilisent leur position officielle pour promouvoir le bien-être, leur statut ou leur pouvoir personnel, c'est la grande corruption. Tandis que la petite corruption est d'ordre bureaucratique. Elle est surtout perceptible dans l'administration publique ou privée. Mais qu'elle doit être, qu'elle soit grande ou petite, partout dans le monde, des voix s'élèvent pour dénoncer ces effets pervers sur l'économie, sur la société. L'accès aux soins de santé, la qualité du système judiciaire, du système éducatif, la solidité de la magistrature, bref, sur le fonctionnement de l'État en général. Et je conclus avec Antonio Gramsci. Antonio Gramsci est le père du Parti communiste italien. Dans son carnet de prison, il a écrit « De toute autre guerre, c'est celle des esprits qu'il faut gagner. De toute autre guerre, c'est celle des idées qu'il faut gagner. De toute autre guerre, c'est celle de la parole qu'il faut libérer, disait Antonio Gramsci. Et quand, au niveau du bureau du protecteur, on était en train de concevoir avec l'URES et les autres coordinations au niveau de l'OPC, quand j'ai su qu'on allait avoir dans une salle des journalistes, des porteurs de parole, nous avons dit que c'est un moment propice, le moment idéal pour prêcher
du haut de la chair contre la corruption. Mais qui est le pasteur? Qui est le prédicateur? Quel est celui-là qui pourra porter cette parole? C'est vous, membres de la presse. C'est moi qui ai été journaliste. Vous allez porter cette parole, vous dire, écoutez, aujourd'hui aux États-Unis, on condamne des officiels qui ont commis des actes de corruption. Et partout dans le monde, cela se fait. Mais comment vous allez pouvoir porter cette parole? Vous la porterez parce que vous êtes formé. Vous la porterez parce que vous êtes imprégné de cette connaissance. Voilà l'ultime objectif de cette rencontre ce matin. Je vous souhaite déjà bonne formation et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un grand merci au protecteur du citoyen, Maître Jean-Winer Morin, pour son intervention éclairante qui renforce notre engagement collectif dans cette lutte contre la corruption et pour la promotion des droits humains. Ces paroles nous rappellent l'importance de votre rôle ainsi de notre rôle dans ce combat et la nécessité d'une mobilisation continue pour une gouvernance plus transparente et plus équitable. Nous allons poursuivre notre programmation avec la formation, mais juste avant de présenter la mise en contexte de cette formation pour les journalistes, nous allons prendre une photo officielle pour graver ce moment inaugural de cette formation. Ensuite, une pause café qui durera 20 minutes, une vingtaine de minutes, et pour retourner pour la continuité de cet atelier. Mesdames, Messieurs, je vous prierai de garder l'ordre et la discipline afin de respecter le protocole établi pour la pause café. Maintenant, j'invite le protecteur du citoyen, le protecteur adjoint, le coordonnateur, le représentant du CEP, le directeur général, à nous rejoindre pour une prise de photo. Dans une occasion solennelle de commémoration du 38e anniversaire Constitution Pays d'Haïti qui était née le 29 mars 1987. En fait, c'est un petit coup de jet n'a fait nous-mêmes dans RENAPA, Réseau National Paysans Haïtiens. Je dis à nous pas voulons passer, quitter date ça passer sous silence, comme si pour ne pas dire rien. En fait, c'est des paysans qui trouvé à travers les 10 départements de la République d'Haïti, une telle organisation, s'il t'a gardé silence dans le jour de commémoration Maman Loi Pays ça, je pense que il n'y a pas de raison d'être là. Parce qu'en fait, yo dit paysans c'est moun en dehors. Paysans yo dit c'est moun en dehors, c'est-à-dire en dehors de tout ce qui se fait. Mais quand il y a la paysan yo à la page, paysans yo mettez tête yo dehors et nous senti ça et raison ça qui fait que nous pas qu'à gagner maman loi pays à côté que toute loi tout décret loi OK et c'est là-dedans pour le puiser et puis pour anniversaire 29 mars 1987 jodi a faut ta marquer date là c'est raison ça qui fait que nous te une causerie qui au départ et qu'on nous font pause pour nous capables vraiment dire un mot clair, pour nous positionner nous clair dans le jour de commémoration Maman Loi Pays, c'est la Constitution 29 mars 1987. En fait, il s'agit d'une bonne Constitution. Souligner pour moi, il s'agit d'une bonne Constitution, il n'est pas une mauvaise Constitution. Là, nous tenons compte que il prône droit à la vie, droit à la santé, droit à la sécurité sociale, droit à un logement décent, droit à l'éducation, droit au respect de la personne humaine, et puis spécialement droit politique que vous gagnez, vous êtes capable de porter au candidat à tout poste à pouvoir, à tout poste électif, et puis vous avez droit à voter pour candidat de leur choix.
moi estime que c'est une bonne constitution. Donc, pour qui ça même, nous tentons de gagner un projet, il y a un plan qui est en vue, un projet qui est là pour changer, alors que c'est une bonne constitution. Nous estimons que c'est l'inapplicabilité de cette constitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas appliqué, si on a appliqué, il a changé la vie mounio, la vie sociale mounio, la vie civile mounio, la vie politique et concitoyens. C'est appliqué ou pas appliqué. Donc, ce projet de changement de constitution, eh bien, RENAPA, Réseau national paysan haïtien, l'inscrit en faux. OK? RENAPA, Réseau national paysan haïtien, inscrit en faux. C'est-à-dire, li camper contre changement ça. Car, si on doit parler d'amendement, selon le droit constitutionnel, faut-il bien que le Parlement a existé et puis a gagné une assemblée constituante pour que finalement, puisque le peuple lui-même l'État passé par une sorte d'élection qui parlait de oui et non qui est le référendum, car il y a un silence de tombeau qui est fait sous explication. Il y a le gros peuple, masse peuple là, qui ça qui ont un référendum, il n'y a pas fait. Donc, ouais que le projet a, déjà, c'est un projet que nous inscrit en faux contre le passé peuple n'a pas même consacré le référendum. En fait, selon l'article 284, alinéa 3, qui stipule toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie référendaire est interdite. Comme ce n'est pas amendement dit à fait, c'est ça que fait l'article, ça n'est pas applicable dans ce cas. Mais, puisque c'est une nouvelle Constitution, son projet, peut-être que dans un système, côté que c'est un système transitoire, toute transition, les nécessités de nouvelles dispositions. En fait, il dit que le projet est capable de venir avec une nouvelle constitution. Mais, nous avons souligné à l'encre forte que RENAPA, Réseau national paysan haïtien, inscrit en faux, il pas pour une nouvelle constitution. Il veut conserver, ça n'a fait là. Il veut conserver la constitution 29 mars 1987 là. Nous remercions. Ça va nous 38 l'année depuis que la constitution ça a existé. C'est lui qui m'a dit pour que de première année à 9e année, tout le monde doit aller à l'école gratis. C'est même Constitution 87 ça qui dit tout le monde a droit pour joindre soins santé, même les yo pas ta gain l'argent. C'est Constitution 87 là qui dit. C'est même Constitution 87 ça qui dit tout le monde doit gagner caille pour y arrêter. C'est même Constitution 87 ça qui baille tout haïtien droit pour y vivre tant que monde en dedans pays. Question moi je voulais poser à l'équipe ça qui décide pour bailler une autre constitution avec nation. Est-ce que c'est constitution ça qui dit journée jodi a moun pa gen droit arrêter la caille? Est-ce que c'est constitution 87 là qui fait moun abdomen dans la rue? Est-ce que c'est constitution 87 là qui fait moun pa ka marcher, moun pa ka aller dans ville provinciale? Est-ce que c'est constitution 87 ça? Eh bien, journée jodi, l'en vient constater, l'en vient connaître nous-mêmes au niveau réel PAM RENAPA et Petite Dessalines et peuple haïtien en général, l'en vient connaître c'est pas constitution 87 là qui problème non, mais son équipe mercenaire, son équipe conseil, son équipe qui décide de faire vagabondage
à constitution pour satisfaire colons et oligarques là, eh bien nous dit désormais que nous-mêmes nous comptons ça les référendums. C'est pas sans raison que nous-mêmes nous dit quel que soit côté que y a parlé de référendum, eh bien nous-mêmes nous présent pour nous dire non, ça pas qu'à faire. Nous disons, au lieu qu'il y a parlé de changement de constitution, c'est pour faire tout ça qui dépend de eux, pour mettre la constitution 87 là en application. Jean Dia, c'est ça fait nous-mêmes. On ne verra pas. Nous prenons engagement en tant que citoyen, en tant que monde qui a fait politique, pour nous dire, messieurs KEP, ou bien messieurs gouvernement CPT, Premier ministre, nous disons, mais quoi maman yo, mais quoi papa yo, si au papa vient piler. Si Jovenel Moïse, qui était élu, je ne sais pas combien de voix il a gagné, mais tout le monde connaît Jovenel Moïse était élu. Il était arrivé, nous avons fait échec avec le référendum, avec Mathias Pierre, et bien, journée aujourd'hui, ce n'est pas ça nous là qui va comprendre qu'ils viennent planter une nouvelle constitution dans le collègue peuple haïtien. En un mot, nous disons, peuple haïtien, c'est où qu'en danger. Pas de gens qui viennent retirer dans le soye. Sous l'étape dormi, il y a une nouvelle constitution. Mais si vous passez maintenant zéro, quel que soit côté attendez, c'est le bureau référendum qui met elle, crasez. Moi, je prends engagement ça. En tant que coordonnateur national de l'ELPA, je prends engagement ça. Quel que soit dans le pays, depuis qu'il a parlé de référendum, nous disons, mais quoi maman yo, mais quoi papa yo, nous disons oui, élection, nous n'avons pas aucun problème. Eh bien, nous disons, avant il a parlé d'élection, mais il y a un bagage pour CPT à faire. S'il vous plaît, bon antical, sécurité pour nous capables d'entrer la caille. Merci. Dans le pays d'Haïti, aujourd'hui, nous ne pouvons pas passer jour ça pour ne pas parler de la Constitution 29 mars 87, côté peuple là, te prend la rue en masse, jeunes 18 ans, moun 40, 50 ans, 70 ans, qui t'a voté en constitution pour nous demander, pour nous demander nous, droit à sécurité, à éducation, à santé, à logement, avec tout ça, nous peuple mérité pour vivre dans le milieu paysan, côté paysan même, t'as voté constitution ça, pour la vie au te retourner. Jodi a n'est pas ça qui fait. Jodi a nous tendons parler de référendum. Nous même position pas nous. Rena pas réseau national paysan haïtien. Nous voyons un message bail dirigeant pays, leader pays, l'état pays pour y penser Constitution 87 là, pour yo ouais sa constitution en te dit yo fait ya, est-ce que c'est ça yo fait aujourd'hui? Constitution en te demande moun no pour yo ge santé, logement, éducation, pour yo bien manger, bien dormir. Est-ce que nous ça jamais fait l'aucun côté? Au lieu c'est dormir c'est misère. Au lieu yo ba nous coup de main, c'est coup de pied yo ba nous aujourd'hui. Yo prend peuple haïtien qui te moun jodi a pas de peuple haïtien yo prend moun no yo fait tourner zombie c'est zombie yo fait tourner moun jodi a est-ce que d'accepter ça nous de là pas non nous pas accepter ça jodi a nous dit faut moun no rete moun côté yo te ya nous même de là pas n'a regarder ça qui passe Kiskof. Ça qui passe quoi des bouquets, Cafoufeuille, Gressier, les organes. M'a demandé
peuple 86 qui était là, est-ce que c'est eux-mêmes qui l'a jodi encore? Jodi en 86, les peuples là dit à prendre la rue, pas de monde qui t'a arrêté yo. Parce que là, ça n'a pas de leader politique, pas de mercenaires politiques, pas de splatter politique, pas de voler politique, pas de mafia politique qui t'a mené peuple là. Je dis à yo fait va sous peuple là. Paysans par contre qui c'est pour yo arrêter jodi a. Nous demandons pas, nous dit non, nous pas accepter ça. Et ça fait nous demandons pas réseau national pays haïtien. Nous dit 10 coordonnateurs départemental pendant nous fin parler là jodi a. Membre comité exécutif national qui dans département yo, qui dans section communale yo. Nous dit n'a prend mais nous, n'a levé nous, n'a kebe force nous, bon côté peuple là, bon côté paysan yo, pour nous commencer mobilisation, pour nous dire élection, oui, sécurité, oui, mais référendum, non, nous pas la donne. Pour qui ça jodi a, moun n'a courir pas kon côté yo praler. Jodi a gen moun qui dans la rue, m'a tande ça qui passe dans radio, m'a tande dans Sides, m'a tande Grandance. Jodi a maintenant non, moun plateau central te qu'on a marché, mais jodi a la tête bonne cabrit, yo bloqué, moun plateau central pas voyager encore. Est-ce que nous accepter comme ça? Non, nous dit non, nous demandons pas. Nous dit mobilisation, nous commençons depuis jodi a dans secteur paysan. Secteur paysan, c'est nous mettre force pays. C'est nous mettre faire élection, c'est nous mettre à voter, qui va sénateur, qui va député, qui va président, qui va Kazek, qui va Azek, magistrat. Je dis à mes là, il y a presque 9 ans. Peuple n'a pas compte qui ça a réglé. Nous demandons conseil présidentiel qui l'a dit. S'il voulait, pour peuple qui a confiance dans nous, nous avons souhaité notre temps qui a venu moi ça, pour que le peuple la sécurité, pour retourner la caillou. C'est pas ça. Les peuples ça prend la rue. C'est pas moun qui a mené yo les ça pas supporter yo. N'a dit encore directeur la police là. Mario André Sol qui secrétaire d'État. L'autre fait paraître là. Nous te dit ou t'a pas ton bagay pour payer là. Je dis est-ce qu'on entend de réel moun qu'est-ce qu'on flou? Directeur la police là. Est-ce qu'on entend de réel moun ka fou fait? Est-ce qu'on entend de réel moun matissan yo? Est-ce qu'on entend de réel moun gressier yo? Qui ça va faire jodi a pour retirer peuple à côté lié a? Peuple a ton yon bagay. Messieurs, nous méchants pile. Peuple après l'homme, pas comme moun qui porte le secours non. Jodi a qui ça n'a fait pour nous retirer peuple à côté lié a? Nous même n'a pas, nous dit la presse. Nous n'a fait un beau travail. N'a supporté peuple là, mais pas quitter l'autre pour mener yo. Radio qui dit c'est radio peuple là. Nous même nous pas dans bas. Nous pas prêts là-bas, personne. Si le pays a bien marché, nous tout avons marché bien. Mais s'il a mal marché, nous tout avons senti mal marché. Je dis à on nègre, pas qu'après les dit, changer le système pour dire faut mettre pied par où. Non, si nous avons changé le système, nous avons changé tout le système net, nous avons tout la galère. Mais je dis on n'est pas capable de dire pour la manifestation, ou à dire oui, retirer pied pour mettre pied l'autre monde pas. Même les gens qui demandé pour cassation, ils te demandé déjà. Même les gens qui sont là, ils te demandé déjà. Je dis à nous-mêmes nous demander pour Mario Dressol, secrétaire d'État, avec l'homme Rameau, et puis conseil présidentiel là, pour mettre bouge de sécurité dans le pays, pour le peuple là, retourner la caillou, pour aller faire la vie normalement. Merci beaucoup la presse. Appelle ça que l'hôpital universitaire Dr. Aristide fait nous pour être capable de demander nous pour nous aider à passer un message à toute population. Année ça encore, l'hôpital Dr. Aristide a reprendre un programme accouchement presque gratis à toute fille enceinte dans la population, nous pas seulement dit dans la zone Delma, nous pas seulement dit dans la zone tabac, côté noyé. En fait, tout le monde qui est capable, qui est enceinte, qui est capable de venir, l'hôpital est prêt à recevoir et est capable d'accoucher normalement
pas pour payer docteur, pas pour payer l'hôpital, seulement capable de faire un petit bagage sur médicaments pour utiliser pour eux. Son programme nous compte ouvrir demain 1er avril là. Et on a bien des livres pendant tout le mois d'avril là, la poursuivre encore le mois de mai jusqu'à ce que nous arrivions dans le jour fête des mères. Ça t'a dit que ce programme a duré 2 mois. Pendant 2 mois, toute fille enceinte qui t'a gagné accouchement, t'a programmé pour le mois d'avril ou encore pour le mois de mai, est capable de venir normalement dans l'hôpital universitaire de Clarisse. Nous préparés, nous équipes disponibles, nous avons recevoir et au service, même gens qui ont été fait l'année dernière. Nous faisons ça surtout pour nous capables d'éviter complications nous connaissons qui liées avec l'accouchement. Accouchement, c'est un bagage qui est naturel, ok, mais accouchement, des fois, on a un petit problème là-dedans. Et quand plus de monde qui a mouru, ou bien qui vit à l'hôpital après fin d'accoucher la caillou, soit parce que c'est un pile de présenter hémorragie, soit parce que présente crise, ça veut dire éclampsia. Si on a accouché à l'hôpital, ça n'est capable pas arriver. Pour nous capables de protéger maman, avec Timonio, nous lançons le programme. Nous avons demandé nous-mêmes qu'il a, pour nous aider nous à passer ce message là. Toute fille enceinte capable d'accoucher normalement dans l'hôpital universitaire de Clarisse. Oui, césarienne a presque gratis. Ça veut dire. Normalement, on n'a pas payé l'hôpital là, on n'a pas payé le docteur, mais des bagages à utiliser pour libre faire césarienne. Et nous pensons que on est capable de gagner un petit bagage pour le bail. Alors c'est l'hôpital là qui va le fixer en fonction de ça et recevoir. Et si nous maintenons le programme accouchement presque gratis, nous garantissons que ça capable bail là va louer en pile. Bon, sonographie normalement pas fait partie d'accouchement. Nous ne pouvons pas dire que nous doit faire sonographie pour lui. Cependant, nous n'avons bien accouché. Nous sommes capables de pratiquer l'examen pour lui si nous-mêmes médecins nous jugeons que quand nous gagnons. Et ça, pas payer. Normalement, alors, M. Mané, est-ce que si bagay n'a pas là, il est capable de combien? D'après tout calcul que nous faisons, après discussion avec membre directoire de l'hôpital là, nous voyons que pour un accouchement normal, ça nous relie accouchement physiologique là. Nous sommes capables de payer presque 1000 gouttes. Non. Normalement, pour une césarienne, il y a plus de bagages à utiliser. Il y a une salle d'opération, ça, c'est un autre bagage. Mais malgré tout, l'hôpital là, pas entendre faire mon payer tant que tu as payé pour un accouchement. Il y a un arrangement qui vous faites pour te capter entendre sur quantité que tu as payé pour le monde qui vient faire césarienne là. Par contre, ça directeur capable de dire, moi-même c'est gynécologue, c'est moi qui ai opéré, ça me connaît, quand je m'a opéré mon si bon bagage, mais combien la paye, par exemple, comment tout intéressé. Donc, par contre, si directeur capable de dire au mot. Comme le docteur Président, c'est le programme accouchement presque gratis. Là, on arrive dans l'hôpital pour aller accoucher, pour faire une préparation pour l'accouchement, et là, on arrive pour faire un dépôt l'hôpital là. Pour cabane, pour l'autre bagaille, et pour payer le docteur, pour payer l'autre médicament. Là, dans ces circonstances, accouchement presque gratis, ou pas payer docteur, ou pas payer hospitalisation, mais si vous avez un médicament au besoin, on va acheter le médicament. C'est ça seulement. Combien de accouchement payer? Nous pas un prix forfaitaire pour accouchement,
mais qui gagne hospitalisation, qui gagne salle d'opération, administration en projet. D'accord? Mais là, on ne peut pas payer ni hospitalisation, on ne peut pas payer rien pour le docteur, on va payer seulement si vous utilisez un matériel. Par exemple, si vous utilisez un sérum, par exemple, et sérum pour utiliser. Si vous avez piqûre, si vous avez utilisé, là, on n'a pas payer. Un médicament que Bali, là, on n'a pas payer. Mais, encore, nous ajouter sans exagération. Nous tous comprenons que nous ne pas faire médicaments, c'est acheter nous-mêmes pour acheter pour nous capables de payer. De ça, il faut capable de remplacer le stock qui est utilisé. Ça qui motive nous dans ce niveau. Il y a un pile bagaille qui motive nous. Parce que le programme n'a été fait déjà, comme on dit non, son programme que nous avons repris. S'il était négatif pour nous, première fois, nous n'étions pas capables de le faire. Mais là, nous avons fait déjà, nous avons vu comment nous avons accueilli le programme. Et que tout le été bien passé. Sur la quantité de monde que nous avons recevoir, et que nous n'avons même pas capable de recevoir tout le monde qui a présenté, puisque nous avons commencé, on a fini. Il y a des gens qui ont venu après ça toujours. C'est dire que nous avons le programme. Mais c'est un hôpital qui a une charge, il y a un pile de bagaille que l'a supporté. Le programme dans l'Europe fait considéré que ce programme à perte, a totalement déficit par un cap rentré. Au monde qui travaille, même si des gens qui travaillent, il faut rémunérer. Donc c'est ça qui fait que nous limitons le programme à un temps. Nous refaisons le programme parce que nous avons contentement de la population dans notre fois. Nous refaisons le programme parce que nous certifions, nous comprenons en tant qu'obstétricien gynécologue. Problème population, surtout mon ancêtre, avec ça qui a traversé nos aujourd'hui à la, quand on a accouché. Nous refaisons le programme dans tout parce que nous connaissons que complications, on fille capable de présenter à l'accoucher, la médecine n'est pas considérée comme un bagage normal. Excusez-moi. La médecine n'est pas considérée comme une fille capable d'accoucher, t'as doit mourir. Pour la simple et unique raison que le grossesse pas maladie. Une fille qui vient accoucher, et qui doit normalement, et c'est pour ça que vous faites surveillance grossesse pendant que mon enceinte là, conduit grossesse mon accoucher mon et maman et petite très bien en santé. Or, nous remarquons très bien, dans pile bagaille, jusqu'à présent, qui rentre dans l'accouchement, qui est capable, bail, une fille capable d'accoucher problème. Moi-même, j'ai l'habitude pour me dire, parce que pour tant de services pour un débutant que je connais ma accouchement, je vous l'assure, c'est pas hier, c'est pas aujourd'hui. Mais toujours dit que toute fille capable d'accoucher, est capable de mourir. Et c'est vraiment une grâce qui fait que nous, tout le monde là, d'autant plus que, en plus, nous n'avons même pas accouché dans l'hôpital, c'est là qu'on a accouché, mais nous encore vivants, et avec tête nous, encore très bien, parce que quelqu'un va accoucher, et puis, on prend des dommages, des bagages qui vivent, je veux dire, nous pas aussi à l'aise que quand est là. Mais nous dit que c'est une grâce que nous avons accouché. Nous voulons quand même rentrer dans la population pour nous aider dans ce sens à accoucher dans un milieu, dans une zone, côté que il y a bien un médecin avec eux, c'est accompagnement. Il y a bien un infirmière qualifié avec eux, c'est accompagnement. Et que ils sont capables d'accoucher en bien, sans malheur, sans problème. Petit monde tout a sorti très bien. C'est une raison, une capable de c'est plus grande raison qui motive. C'est un programme qui a été moi. Si toutefois, non, il y a responsabilité et d'engagement envers notre cher Haïti, que je suis présent pour co-présider cette cérémonie de relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il en était temps, mesdames, messieurs. Depuis une quinzaine d'années, plus précisément depuis le passage du terrible tremblement de terre remontant au 12 janvier 2010, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, symbole du droit et de l'ordre dans la capitale haïtienne, a fait face à des défis considérables.
se croyant bien logés dans l'area du bicentenaire, dans un espace plus ou moins approprié, les magistrats et le personnel judiciaire affecté à cet instant sont obligés, malgré eux, de plier bagages, de ramasser ses clics et ses claques à cause des actes de violence perpétrés par des malfrats sans foi ni loi. Tiré à Hu et à Dia, le tribunal de première instance de Port-au-Prince s'est éparpillé dans plusieurs locaux différents qui bienveillamment l'ont accueilli pour terminer enfin la traversée du désert à la Lue au siège du tribunal spécial du travail, fonctionnant 2 ou 3 jours par semaine. Ainsi, il en résulte un manque à gagner tant pour les juges, pour les avocats, le personnel judiciaire, que pour les justiciables. Ces lacunes entravent non seulement le bon fonctionnement de notre système judiciaire, mais elles portent également atteinte à l'image de notre justice, entravant à tort la libre distribution du service public de la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une justice moderne, accessible et efficace. La relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans ce bâtiment tombe à point nommé, car il devient tout simplement le symbole de la volonté du ministère de la Justice et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de réformer et de moderniser notre système judiciaire pour mieux servir les citoyens. Il est aussi une réponse aux besoins croissants de notre capitale et un moyen d'améliorer l'accès à la justice pour toutes et pour tous, quelles qu'en soient les conditions économiques et sociales. Enfin, il faudrait considérer que cette relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince marque notre détermination à construire une justice plus proche des citoyens, une justice qui reflète les idéaux de notre Constitution et les aspirations profondes de notre peuple. En résumé, une justice indépendante, impartiale et accessible à tous. Je tiens à saluer ici tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce rêve, particulièrement le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pélissier, sans oublier les membres du CPT et le Premier ministre. Merci beaucoup. Je suis convaincu que la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince ne sera pas simplement un changement physique, mais aussi et surtout un élément important et décisif dans la distribution d'une saine et impartiale justice. Cela nécessitera des efforts constants, une volonté inébranlable de bien faire et la collaboration de tous les secteurs de la société. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous avons la satisfaction d'installer le TPI de Port-au-Prince dans ce bâtiment. Nous nous en réjouissons. Mais souffrez que je vous rappelle que tout n'est pas fini. Très bientôt, ce devrait être le tour de la Cour d'appel de Port-au-Prince, du tribunal pour enfants, du tribunal spécial du travail, du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, des tribunaux de paix de la section nord, de la section sud, de la section est de Port-au-Prince, des tribunaux de paix de Carrefour, de Gressier, de la Croix des Missions, de Delma, etc. Sans oublier la situation de ces dizaines de tribunaux établis dans certaines communes de la République, logés dans des taudis et qui fonctionnent avec un seul juge ou qui en sont totalement dépourvus. À bientôt, mesdames, messieurs, pour les cérémonies d'installation, de relocalisation, de construction ou de reconstruction des bâtiments devant accueillir ces différentes structures du pouvoir judiciaire. Je vous en remercie. Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le doyen du tribunal civil de première instance, Monsieur le commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le directeur de l'ULCC, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats et avocates, Mesdames, Messieurs, chers invités,
5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Ainsi, bien sûr, que les garanties contre l'impunité. C'est une condition essentielle à remplir par les autorités judiciaires pour la réussite du renouvellement du personnel politique à travers les urnes. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts dans la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Et c'est pour ça, on a parlé avec le peuple haïtien. On dit, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ensemble avec le gouvernement républicain, nous mettons en place une commission pour accélérer toute question de passation de marché, qui prend un peu de temps à cause de procédures qui faites selon les lois et la constitution haïtienne. Nous mettons la commission ça en place, c'est justement parce que nous sommes dans une situation spéciale. Et nous pensons que tout le monde qui a un rapport à la question de sécurité dans le pays comprenne des machins et entraîne dans des machins. Mesdames, Messieurs, la relocalisation du tribunal de premier instant de Port-au-Prince afin d'assurer la continuité de la justice en tant que service public nous rappelle que la balance et la femme aux yeux bandés doivent demeurer accessibles dans tout état de droit. C'est ce souci de rapprocher la justice des citoyens et citoyennes
qui a gouverné l'adoption par le Conseil présidentiel de transition d'un décret portant création de 5 nouvelles juridictions de première instance l'année dernière, comme l'a souligné le ministre de la Justice. Parallèlement, nous nous réjouissons de collaborer de manière franche et constructive entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice dans l'adoption des mesures tant opérationnelles que législatives, dont les bénéficiaires directs sont les justiciables en général, les détenus qui attendent d'être jugés en particulier. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner le rôle des avocats et avocates, ainsi que celui des barreaux dans la distribution de la justice. Nous sommes, je le répète, en période difficile de notre vie nationale. Mais aussi et surtout, nous avons l'obligation envers nos citoyens et nos citoyennes d'assurer la continuité de la défense de leurs droits et de leurs libertés. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis. Mesdames, Messieurs les magistrats, avocats et avocates, et tous les auxiliaires de la justice, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail à tous et à toutes. Merci beaucoup. Normalement, activité ça, jeudi à 31 mars, c'est Journée internationale de la visibilité des personnes trans. Donc c'est vraiment une journée de réflexion, autour de lutte que nous menons. Et dans ceci vraiment pour nous joindre depuis bonne stratégie pour nous capables d'arriver à mener lutte là à terme. Et bien sûr, en même temps, on a profité et rallier cause là à pas mal de monde qui est engagé dans la question droit monde, parce que donc nous connaissons la question militance, donc j'aimerais me dire là assez souvent, et dans une société côté que droit monde pas respecté, le droit catégorie en population lui-même n'est pas respecté, nous mettons attendre à ce que puis devant, donc tout l'autre doit pour bafouer tout. Parce que si on prend un exemple qui est très simple que je prends, et en pile fois, et alors, depuis le commencement, ça que nous vivons là, qui c'est l'insécurité, donc nous avons remarqué autrefois. Donc le ça qu'on a passé dans une cité soleil, donc qui ça qu'on a dit fort souvent. C'est problème zone moun en bas, c'est pas problème par eux. Maintenant nous avons constaté qui ça a passé. Donc phénomène n'a pas arrivé à atteindre tout le monde parce que dans la lutte, c'est ça lié. Ou doit gommer non seulement pour catégorie que ou même ou pas fait partie de l'IA du moment que vous senti droit bafoué, comme ça pour protéger droit pour eux tout. OK, Trans-Haïtienne, alors CNRCTA, j'imagine, c'est ça que vous poser question. Donc c'est Comité national représentatif de la communauté trans-haïtienne qui lui-même c'est comité qui coiffe réseau A. OK, réseau A c'est réseau national de la communauté trans-haïtienne. Donc réseau A regroupe différentes organisations qui ont des cellules trans. OK, donc c'est vraiment des organisations qui travaillent avec catégorie de population ça. OK, maintenant, c'est le comité qui lui-même qui coiffe le réseau. OK, donc c'est une sorte de structure qui vraiment pour le moment élargie parce que nous avons fait le lancement l'année dernière. C'était exactement 28 août 2024. OK, donc pour le présent moment, le réseau a gagné à 9 organisations. Et bien sûr, puis devant, donc, nous espérons joindre plus d'organisations qui rejoignent nous toujours. Parce que vraiment, ça fait nous pouvons gagner plus d'organisations. C'est par le fait que vraiment nous, dans critères de sélection, nous, pour nous prendre des organisations conscientes que nous, on ne peut plus apprendre sur ça, parce que nous exigeons que le monde qui représenter l'organisation, ça lui-même, il faut que c'est une personne trans et qui assume la transidentité. Généralement, il y a un peu plus dit. Lorsqu'on ignore un bagage, donc qui ça le fait, ou peur, pareil ça. Et leur peur, donc, ou vient violent, ou raïl, de pour raïl, ou violent, ok? Donc, il y a un bagage que m'a dit, c'est former tête davantage plus, ok? Informer sur ça qui est les communautés. Chercher à comprendre la réalité communautaire, parce que nous grandissons avec un paquet de stéréotypes qui fait que nous venons détester les gens, ok? Mais sans pour autant, ce n'est pas parce que nous connaissons la réalité communautaire, ce n'est pas parce que nous fréquentons vraiment pour nous comprendre ça à vivre, ok?
Maintenant, là, nous apprenons connaître ça, c'est évident que nous n'avons pas bien intérêt pour nous peur, parce que nous venons connaître la communauté, et depuis nous n'avons pas peur de la communauté. Donc c'est évident que nous ne pouvons pas brailler, si nous ne pouvons pas brailler, nous ne pouvons pas être violents envers eux. Donc voilà, le message, c'est vraiment participer dans la séance de formation, donc, et suivre toute sensibilisation que CNRCTH, RNCTH, avec différentes autres organisations, tout, a fait à travers les réseaux sociaux, dans le souci vraiment pour capable former la population haïtienne et ça nous les SOGI qui c'est sexualité, orientation sexuelle, identité et expression de genre, mais aussi sur les notions de droits humains. Et une personne trans, normalement, c'est vraiment une personne qui fait dans un corps différent avec la façon que le ressenti est. Okay? Donc ça veut dire qui ça? Une personne qui naît de sexe mâle, mais qui à aucun moment donné pas de jambe et considéré tête en tant que garçon. Okay? Donc ça fait de lui une femme transgenre. Il en est de même pour une personne qui naît de sexe femelle, mais qui à aucun moment donné pas et accepté tête en tant que femme. Donc ça fait de lui un homme transgenre. Donc voilà, en gros, c'est ça qui est une personne trans.